Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cette séance de conversation sur l'Europe, une série de tables rondes virtuelles parrainées par le Centre des études européennes à l'Université de Pittsburgh, où on discute les sujets contemporains européens. Je m'appelle Mark Weichsel, je suis directeur d'informatique au Centre des études internationales, dont le Centre des études européennes fait partie. Dans quelques instants, je vous présenterai notre animatrice pour aujourd'hui, mais d'abord, je voudrais faire bon accueil à nos partenaires, les Jean Monnet Centre d'Excellence à Florida International University, University of Illinois Urbana-Champaign, and University North Carolina at Chapel Hill. Bienvenue et merci à vous, vos équipes, vos étudiants pour nous joindre. Alors, laissez-moi vous présenter notre modératrice pour cette conversation. Jeannette Juilly est professeure dans le département des études religieuses où elle se spécialise dans l'islam contemporain. Elle est auteure d'une monographie Pious Practice and Secular Constraints, Women in the Islamic Revival in Europe, publiée chez Stanford University Press. Dans ses recherches, professeur Juilly travaille sur les diasporas musulmanes en Europe et elle s'intéresse aux questions de l'anthropologie de la religion et du sécularisme, du multiculturalisme, de l'éthique, du genre et de la culture populaire. Eh bien, sans plus tarder, Jeannette, la parole est à vous. Merci Marc pour cette gentille introduction. Le sujet de notre table ronde aujourd'hui est langue et identité dans le monde francophone. Un titre assez vaste, mais nous allons nous concentrer géographiquement sur le Maghreb, la France et la Belgique. Nous allons particulièrement examiner les relations entre langue et d'autres formes d'appartenance aux catégories sociales, notamment nationales, ethniques, religieuses et sexuelles. L'identité nationale est devenue un sujet très politisé en Europe, particulièrement en France, où ces débats se centrent sur les populations franco-maghrébines, supposées musulmanes, et pour qui l'appartenance à la nation française n'apparaît pas complètement acquise, précisément à cause du statut contesté de l'islam en France. Ici, le rôle de la langue est primordial, étant donné qu'elle est très fortement connectée à l'identité nationale au sens le plus strict. En plus, la langue française évoque ici aussi un héritage philosophique qui se veut universel. Au cours de cette table ronde, nous utiliserons la question du genre et de la sexualité comme des outils d'analyse supplémentaires pour étudier le rapport ambigu entre la langue et les différentes catégories sociales. Nous avons trois participants à cette table ronde. Avec moi, Abdellah Tayyab. C'est un honneur de vous accueillir ici au Centre européen. Abdellah Tayyab est écrivain marocain de grand renom vivant à Paris. Outre l'originalité de son écriture, son langage poétique et son franc-parler, son œuvre souvent autobiographique est connue pour aborder ouvertement l'homosexualité de son auteur. En plus, Abdellah Tayyab milite pour les droits des LGBT au Maroc et dans le monde arabe. Parmi son impressionnante biographie, nous avons, j'ai une longue liste, Mon Maroc, publié en 2000, Le Rouge du Tarbouche, publié en 2004, L'Armée du Salut, publié en 2006, traduit en anglais, c'est apparu aux États-Unis en 2009. Une mélancolie arabe 2008, traduit en anglais en 2012. Le jour du roi 2010, Infidèle 2012, Un pays pour mourir 2015. Mais c'est pas tout, mais je ne peux pas tout citer ici. Avec nous depuis la Belgique, Nadia Fadil, professeure d'anthropologie à l'Université catholique flammophone de Louvain. Nadia travaille sur des questions du sécularisme, de la religion, des minorités et du culturalisme, et elle examine ces questions notamment par rapport à l'islam en Europe. Nadia Fadil a publié dans une multitude de journaux universitaires et ouvrages collectifs. Parmi ses plus récentes publications,
Recalling the Islam of the Parents, Politics of Authentication of Liberal and Secular Muslims, apparaître dans Identities, Global Studies and Culture and Power, et encore Rediscovering the Everyday Muslim, Notes on an Anthropological Fault Line, coécrit avec Mayanti Fernando, qui sortira prochainement dans How, Journal of Ethnographic Theory. Depuis Baltimore, Denis Provencher, je vais le prononcer à la façon française, professeur de lettres françaises et de la communication interculturelle à l'Université de Maryland, Baltimore County. Il est également rédacteur en chef du journal Contemporary French Civilization, publié par Liverpool University Press. Les travaux de Denis Provencher examinent les représentations et les performances de la citoyenneté, du genre, de la sexualité et de la religion. Denis est notamment auteur de 2 monographies, Queer French, Globalization, Language and Sexual Citizenship in France, apparues en 2007, et Queer Maghreb French, Language, Temporalities, Transfiliations, livre à paraître en 2016. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre participation. Commençons notre discussion avec ma première question à notre invité ici sur place, Abdelataya. On sait que le Maghreb est francophone, conséquence du colonialisme. Écrit et publié en français n'est pas étonnant. Les premières générations des intellectuels postcoloniaux, dans leur majorité, écrivaient en français parce que scolarisés dans cette langue. Ce qui a changé ces dernières décennies avec une politique d'arabisation. Pour votre cas, d'après ma lecture, vous ne parliez pas couramment le français avant d'entrer à l'université. Rappelons que l'utilisation de la langue française au Maroc et au Maghreb aujourd'hui est plutôt une question de classe, aussi une question de classe. Que représente donc la langue française pour votre création littéraire? Oui, alors bonjour à vous tous, toutes et tous, ici et là-bas. En fait, je commencerai par répondre à la question ce que représente le français dans ce que j'ai écrit, dans la manière que j'aborde. Pour moi, c'est tout simplement un moyen de faire quelque chose. Je ne suis pas arrivé à la langue française avec une espèce d'admiration sans borne pour cette langue. Je n'ai pas grandi dans l'amour de Victor Hugo et de Zola. Je ne connaissais pas Arthur Rimbaud ni Paul Verlaine. Et quand je les ai découverts à l'université, c'était pas parce qu'il y avait quelque chose qui, dès l'origine, me poussait vers ça. Je suis arrivé à la langue française parce qu'un jour j'ai compris ce que c'est la société marocaine et les différents enjeux de pouvoir qu'il y avait dans la société marocaine. Autrement dit, j'ai compris que le français était dans les enjeux de la société marocaine dans les années 80, le français était un moyen pour arriver à quelque chose, pour, je ne dirais pas un moyen de s'émanciper de la famille ou bien d'affirmer d'une manière libre l'homosexualité ou bien devenir un individu libre. Non, c'est pas ça du tout, parce que pour la simple raison que le français ne représentait pas ces choses pour moi dans le milieu où je vivais. Pour ceux qui ont étudié le français dans les missions, ce qu'on appelle la mission française au Maroc, peut-être que pour eux, le français représentait ces choses, les droits de l'homme, la Marianne, la Révolution française et toutes ces choses. Mais toutes ces entités très importantes de ce qu'est la langue française, ce qu'est le français et la France, n'étaient pas arrivées jusqu'à moi, c'est-à-dire jusqu'à la famille pauvre où je suis né, où ce que j'entendais, ce qui m'arrivait de la langue française, c'est que c'était une langue de pouvoir, une langue de domination aussi bien économique que culturelle. C'est-à-dire que la culture française, ma première impression de la culture française, était une sorte de, non pas une culture extraordinaire, parce qu'elle a inventé des choses extraordinaires dans la littérature, dans l'art de manière générale, mais parce que c'est une culture qui sert à dominer les autres. Pour moi, c'est comme ça que c'est-à-dire quand les gens autour de moi parlaient en français, c'était pour dire... Là, je parle de l'enfant que j'étais.
l'impression que j'avais, c'était regarde comme moi, je suis meilleur que toi, parce que moi j'ai lu Victor Hugo, Zola et Marcel Proust, pour aller vite, hein, pour aller vite. C'est-à-dire, on n'était pas du tout dans ce que c'est ce que ces auteurs que je viens de citer ont fait avec leur œuvre, mais plutôt comment cette culture française a été transformée via, bien sûr, le colonialisme en un moyen de dominer l'autre. Et pour aller vite, aussi bien les riches marocains, aussi bien le roi marocain, Hassan II à l'époque, l'élite militaire, économique qui tournait autour de lui, que les gens qui voulaient faire quelque chose pour le peuple marocain, c'est-à-dire les gens de la gauche à l'époque, tous ces gens-là, même s'ils étaient des ennemis politiques sur le terrain, avaient une même allégeance à la France, à la culture française et une certaine, excusez-moi d'être un petit peu critique, une forme d'emphase française, une sorte de posture comme ça française qui a été transposée au Maroc. Je ne dis pas que j'en suis encore là, hein, mais c'était ça mon premier rapport à cette langue, c'est-à-dire quelque chose qui tout de suite a suscité en moi une forme de rejet chez moi parce que ce que je recevais de cette langue déjà me rejetait moi. Donc ce que je pouvais répondre à ce rejet, c'est une manière naturelle, quelqu'un je vous donne un exemple. D'un coup, j'habitais dans la ville de Salé, qui est juste à côté de la capitale marocaine, Rabat. Quand il m'arrivait par une chance extraordinaire d'aller à Rabat, il me semblait à l'époque que les gens que je croisais avaient une morgue, une frime, et cette frime passait par le fait de parler en français. Voilà, donc c'est ça le premier rapport. Et donc si je vous raconte tout ça, c'est que la création littéraire, toute création, ne peut pas se départir, ne peut pas oublier cette origine première où la découverte du monde et des enjeux du monde et le pouvoir, comment il se produisait. Et tout à l'heure, quand je parlais, que je disais aussi bien le pouvoir officiel, le roi du Maroc, que les gens de la gauche, c'est-à-dire ceux qui voulaient que le peuple ait des droits, si vous voulez qu'il partage des richesses marocaines, même ces gens-là, quand ils essaient de s'adresser à nous, c'est-à-dire le peuple, les pauvres, ceux qui sont rejetés, ils le faisaient d'une façon que je trouvais, et que je trouve toujours jusqu'à aujourd'hui, déconnectée un petit peu de la réalité de ces gens. C'est-à-dire il y a quelque chose qui a été importé de la France, soit importé dans le sens, c'est des gens qui ont eu la chance d'aller en France, étudier à la Sorbonne, etc., et qui sont revenus au Maroc, ou bien le colonialisme français a laissé tout cela au Maroc, mais ça faisait qu'il y avait une forme d'écart, d'abîme. Il y avait une sorte d'abîme qui séparait ceux qui voulaient exprimer la cause du peuple, mais qui en même temps avaient des références, à mon goût, avant et aujourd'hui, trop françaises. Pas dans le sens que je n'aime pas ces références françaises, hein, il faut que j'en sois clair, mais c'est juste que ces choses-là, je pensais qu'ils n'étaient pas en adéquation avec ce que le peuple marocain, le peuple, les pauvres, ce qu'ils vivaient réellement. Et là, je ne parle même pas là, je parle de tout le monde, hétérosexuel comme homosexuel. Donc, quand vous me posez la question que représente la langue française dans ma création littéraire, je dirais pour moi c'est la guerre. C'est une forme de guerre originelle, qui continue de se produire à chaque fois que j'essaie très difficilement, même si vous avez dit que j'ai produit beaucoup de choses, mais ça a été fait d'une manière très très difficile,
à chaque fois qu'il y a tentative de faire quelque chose de cet ordre, de l'ordre de la création, il y a une forme de redéclenchement de cette guerre Alors je veux bien admettre que toute création, quelle que soit la langue ou bien le domaine dans lequel cette création se produit, je veux bien admettre que toute création nécessite une forme de trahison. Et moi, je suis le plus grand traître au monde, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi il y a aussi une chose dont on ne peut pas totalement sortir. Et ce sont les entités politiques, les enjeux de pouvoir dans lesquels on est né au départ. Ça, même quand je suis contre ma mère et mon frère et le roi, je suis contre les entités politiques que ces gens-là représentent au sein du milieu où je vis. Je ne suis pas contre le milieu où j'ai vécu. Ça, il y a une très grande différence pour moi. Dans le milieu où j'ai vécu, ce que j'entendais, le français, c'est pour les riches. Et ceux qui veulent frimer et faire paraître comme les intellectuels de ce monde, il fallait qu'ils maîtrisent le français. Et j'ai tout fait pour que je ne sois pas comme eux. J'espère que je ne choque personne. Je crois pas. J'espère. Ok, Denis Pronchet, vous avez écrit un livre sur les LGBT français maghrébins qui examine la façon dont la langue interagit avec d'autres facteurs, comme la religion, la famille, l'islamophobie, la citoyenneté et le modèle républicain français, pour façonner certaines subjectivités. Pourriez-vous expliquer vos observations par rapport au rôle de la langue en française? 2 minutes? Vous m'entendez? Oui. Oui, je peux dire que je suis complètement d'accord avec Abdallah Taïa. Ça suffit? Non. Je vais dire que... Non. Il y a une différence. Vous avez travaillé en France. Bon, disons que cette question de français comme langue de révolution, comme moyen d'arriver, et d'arriver quelque part. Il y a une certaine téléologie, temporalité associée avec ce succès dans l'arrivée ou le terminus. Et je ne sais pas s'il n'y a jamais eu un terminus pour Abdallah. Salé, Rabat, Casablanca, Genève, Paris. Il n'y a jamais de terminus en fait, mais que les questions de langue et de pouvoir, surtout pour les citoyennes sexuelles en France, il y en a plusieurs influences. Bien sûr, il y a le français comme langue de philo et de littéraire. Et dans cette question d'arrivée, il y a une longue tradition d'existentialisme d'abord et de s'assumer dans la bonne foi. Je m'assume dans la société. Je suis bien dans ma peau vis-à-vis de mes co-citoyens. Donc il y a déjà une influence existentielle dans le contexte français. Mais en même temps, il y a un contexte transculturel et avec les droits des LGBT dans le modèle anglo-saxon, anglo-américain, je préfère dire. Et qu'il y a le placard et sortir, ou le coming out, sortir du placard. Mais aussi, avec une tradition maghrébine, on a cette question de l'importance de la famille, la surveillance de la famille, et que la collectivité joue un rôle aussi. Donc, vous avez ces 3 forces dans l'influence linguistique et sémiotique du coming out pour les LGBT maghrébins ou français d'origine maghrébine. Et pour moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre une approche intersectionnelle, ce qu'on appelle pour moi une approche queer, une façon de voir les choses autrement. Quand un jeune Français d'origine maghrébine me dit « je suis GBG », je suis gay, beurre et gros, et que j'habite une triple marginalité
en banlieue. Je ne crois pas qu'une approche postcoloniale ni constructionniste LGBT peut suffire à répondre à une telle question. Et donc, je vais juste vous présenter 2 ou 3 diapos très rapidement pour expliquer ma démarche et vous donner quelques exemples. Et puis, je vais laisser la parole à Nadia, bien sûr. Okay? Donc, je vais essayer de changer pour montrer les diapos. On ne voit pas encore. Non, c'est Nadia. Voilà. Okay. Donc, je vous donne quelques exemples empiriques de mes recherches. Et là, c'est un mélange de plusieurs voix, plusieurs interlocuteurs en même temps. Là, vous allez reconnaître la voix d'Abdallah Tayyab parmi d'autres. Mais quand il y a des gens qui disent « je porte le voile et je mange du porc »,« je bois de l'alcool et je suis devenu militant »,« je suis algérien et homosexuel »,« je sors du harem et du haram », je suis GBG, comme j'ai dit, je suis gay, beurre et gros. Je suis le fils aîné du fils aîné du fils aîné, tradition maghrébine très importante. Je suis le fils de Marilyn Monroe. Je suis aussi le fils de Jean Genet, comme traître, n'est-ce pas? Et je suis terroriste et PD. Voilà les mots de Abdallah Tayyab, en gros. Là, je veux souligner l'idée qu'une approche... ça, c'est une citation d'infidèle. Mais je veux dire qu'une approche postcoloniale, ça ne répond pas exactement à notre façon, la meilleure façon d'étudier plusieurs catégories en même temps. Et nous avons besoin, vous voyez là, une certaine élasticité langagière, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire une accumulation flexible à travers une multiplicité de temporalités et de filiations, une flexibilité, une accumulation de ressources sémiotiques et visuelles et linguistiques qui transversent, qui transgressent les frontières politiques, corporelles, culturelles, etc. Et là, je m'inspire d'un anthropologue linguiste, vous voyez la deuxième, qui s'inspire de l'idée d'accumulation flexible de David Harvey. C'est des questions de postmodernisme. Mais là, avec la linguistique, on parle d'accumulation ou élasticité dans la langue. Et c'est un anthropologue, un collègue à American University, Bill Leap, qui parle et je ne vais pas lire toute la citation, mais dire que where the production and interpretations of text is not confined to the structures and references from a single linguistic tradition, but draws on a broad accumulation of linguistic and other symbolic resources, seems especially suited to the demands of the performative tasks. Flexible language provides speakers with linguistic options which address the concerns of the gendered moment, but which can easily be adjusted or reconstituted once the concerns of the text-making task begins to change. Et ça, c'est très important, surtout pour les Français d'origine maghrébine qui sont aussi LGBT, qui quittent le Maghreb, souvent sans famille, souvent sans nostalgie pour le bled ou pour la banlieue, et qui ne sont pas en train de performer ou agir une certaine nostalgie restaurative d'un pays de rêve, par exemple. D'accord? Et la deuxième citation, c'est de Mireille Rosello, France and the Maghreb, en parlant de rencontres performatives. Et c'est une question de quand la cacophonie devient une nouvelle conversation. Hein? Performative encounters cannot be equated with the discovery of a brand new language. Instead, it is that moment that enables us to become aware that a language was already being spoken where we heard only noise or misunderstood vibrations.
where we saw only mysterious and incoherent traces. A text existed whose historical depth was already changing the meaning of our present-day conversations. Alors, quand je vous donne quelques exemples de mes interlocuteurs, et je vous donne une sorte de récapitulation de la citation que je vous ai présentée tout au début, mes interlocuteurs parlent d'un coming out à l'oriental, des fois, en termes que les parents comprennent, ou un coming out de France, quand vous décidez d'abonder complètement un langage universel et républicain, ou cette question de laïcité occulte des questions d'islamophobie, une certaine démocratie sexuelle où le citoyen sexuel s'assume de façon néolibérale, qui occulte une certaine homophobie et islamophobie. Là, on parle d'un coming out de France. Mais on a d'autres cacophonies qui deviennent nouvelles conversations avec cette question de sortir de harem et de haram. Je suis le fils de Marilyn Monroe. C'est une façon c'est une sacralisation de filiation en France qui devient une nouvelle filiation transgressive grâce à Abdallah Taïa. Des questions de filiation dans un cycle maghrébin, un cercle maghrébin, l'importance, je suis le fils aîné du fils aîné du fils aîné, qui coupe le fil que nous voyons dans le film de Ben Attia, ou d'autres qui essaient de trouver des nouveaux dialogues pour rendre sens à une impossibilité qui existe depuis l'enfance de l'individu LGBT. Et voilà. Très longue réponse à la question, mais je suis d'accord avec Abdallah. Voilà. Ok, merci. Maintenant, Nadia Fadil, on reste dans la question de la langue. Vous vivez en Belgique, pays bilingue, où la langue est objet de pas mal de divisions. Donc, c'est un petit peu un cas particulier comparé à la France. Dans vos recherches, quelle dimension donnez-vous à la question de langue pour les populations belges marocaines? Cette dimension. D'accord, merci en tout cas. Attends, j'ai plusieurs questions. Désolée. Cette dimension joue-t-elle un rôle par rapport à l'appartenance et pratiques religieuses, à la façon et capacité de pouvoir articuler ou non sa propre compréhension de la religion et de la citoyenneté? Et cela joue-t-il sur la façon dont les normes de genre et de sexualité sont discutées? Plusieurs questions ensemble. Oui, merci en tout cas pour l'invitation. Je suis aussi très honorée d'avoir cette possibilité de pouvoir interagir avec vous et avec Abdallah Taïa, dont je connais les travail et que je suis de loin depuis plusieurs années. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, très bien. Donc, pour revenir à votre question, en fait, je n'ai pas abordé la question de la langue de façon aussi directe dans mon travail, donc c'est vraiment de façon très indirecte, donc j'ai dû un peu réfléchir comment cette question se pose. Je rejoins énormément ce qu'a dit Abdallah dans son introduction, dans le sens que, bien sûr, la langue a un apport, ou en tout cas, il y a un rapport très symbolique et très, très fort qui se joue par rapport à la langue. Et le cas de la Belgique est un cas très, très intéressant, mais je crois que je veux quand même me concentrer sur la question de l'espace francophone, car si on va rentrer vraiment dans le jeu de la Belgique, je crois que ça va devenir un cas à part. Mais quand on regarde l'espace francophone, c'est clair que la Belgique est intéressante parce que c'est un pays creux. Donc, c'est pas comme la France qui a vraiment, on peut dire, une tradition, une histoire qui se caractérise par vraiment un récit très, très fort national. Ce qui caractérise la Belgique, c'est que son récit national est contesté et toujours remis en question. Qui explique aussi, je crois, pourquoi la question de la langue n'est pas aussi explicite, en tout cas dans le rapport que les gens avec qui je travaille ont à la question de la citoyenneté, étant donné que la question de la langue nationale ne se pose pas car elle est fondamentalement divisée. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils ne sont pas influencés par le contexte francophone ou que la question de la langue française ne se pose pas.
crois qu'elle se pose à différentes façons, mais je crois qu'on est quand même assez éloigné du contexte que Abdullah, un peu le contexte fanonien qu'Abdullah a mis en évidence, dans le sens que connaître la langue et maîtriser la langue française est aussi un élément de distinction. Ce qu'on voit dans les quartiers, c'est qu'il y a vraiment un langage très syncrétique qui se développe, qu'on appelle le langage beurre. On va mélanger un peu les différents registres et ça devient pas seulement un langage arabe, mais ça devient un langage des jeunes. Donc, on va voir que d'autres jeunes vont assimiler un peu le jargon, le verlan, ce qu'on appelle le verlan qui est parlé dans les quartiers. Ça, c'est un aspect. On voit aussi comment on va commencer à expérimenter avec le langage français dans les expressions artistiques. Le hip-hop, je crois, est le meilleur exemple de comment cela se passe aujourd'hui, comment on devient des virtuoses de la langue française pour justement articuler un discours et qui, à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est que ça devient quand même une articulation de la langue française pour articuler un discours contestataire. Donc, c'est vraiment dans le rapport contestataire que l'on voit aussi une expression de la langue française bien maîtrisée. Parallèlement à ça, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine et que j'observe depuis plusieurs années, c'est qu'on voit un mouvement chez les troisième générations, donc qui ont vraiment été socialisés, qui ont leurs grands-parents en France, en Belgique, en tout cas je parle de Bruxelles que je connais le mieux, j'ose moins m'exprimer de la France, mais je crois qu'il y a aussi certaines niches. Bien sûr, le contexte dans lequel ces jeunes grandissent, c'est un contexte dans lequel ils sont interpellés dans leur appartenance musulmane très fortement. Et donc à ce niveau-là, j'émettrais quelques dissonances avec mon collègue dans le sens que pour moi, ce n'est pas que syncrétisme, il y a vraiment un rapport de force dans l'articulation de l'identité musulmane, donc parce que le contexte est très islamophobe et il y a une interpellation permanente de l'identité en tant que musulmane. Et ce qu'on voit là émerger, je trouve ça très intéressant, c'est de plus en plus de jeunes qui veulent apprendre l'arabe. Donc vraiment, on s'inscrit dans des cours d'arabe, on veut maîtriser l'arabe, premièrement pour lire le Coran et comprendre le Coran, mais deuxièmement parce qu'on a le sentiment de, voilà, on a perdu un peu le rapport à l'arabe, surtout dans les contextes francophones. Dans le contexte néerlandophone, c'est un peu moins le cas, car l'assimilation linguistique a été moins, on pourrait dire, poussée. Donc, ce qu'on voit dans le contexte néerlandophone, c'est que c'est souvent pas nécessairement l'arabe, mais les langues berbères qui sont parlées, donc en Hollande, en Belgique flamande. Mais dans le contexte francophone, on voit quand même qu'il y a une assimilation linguistique, surtout en France aussi, beaucoup plus poussée. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de jeunes vont vraiment faire le travail d'aller apprendre la Fusha et d'aller apprendre l'arabe. Et je suis vraiment fascinée de voir comment beaucoup de jeunes que je suis sur Facebook partagent des textes en arabe, vraiment communiquent aussi en arabe, tout ce qui se passe en Syrie, partagent des news en arabe. Donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est un nouveau développement qui n'était pas présent, je dirais, il y a une quinzaine d'années, et où on voit vraiment que les troisième générations font vraiment cet effort de se réapproprier l'arabe, que moi je comparais un peu comme le mouvement qu'on a vu chez la diaspora juive qui s'est réapproprié l'hébreu, donc aussi avec la création de l'État d'Israël. Et c'est un peu vraiment, mais c'est pas la langue maternelle qu'on se réapproprie, ou en tout cas la langue des parents, c'est vraiment l'arabe, le Fusha dans le sens standard classique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parle pas la darija ou le maghrébin, mais on voit quand même ce souci de l'arabe émerger très fortement. Merci Nadia Fadji, c'est passionnant ce que vous avez dit. Et un certain nombre de questions que vous avez relevées ici qui m'amènent maintenant aussi à poser une autre question pour Abdullah Taïa. Et vous l'avez dit brièvement, en fait, hier aussi à la librairie. Pour vous, vous avez dit que Paris, la France, quand vous étiez jeune, représentait l'idéal de liberté qui vous a manqué au Maroc. Mais la France libre, vous avez reconnu, c'était aussi d'être associé à la minorité. On est devenu donc arabe, musulman, dans un contexte d'islamophobie grandissant. Quelle est votre expérience de cette double marginalisation? D'abord en tant qu'homosexuel, stigmatisé dans votre société d'origine et peut-être aussi dans la communauté diasporique en partie conservatrice, et d'autre part en tant qu'arabe et musulman, puisque vous êtes perçu en tant que tel. Nadia l'avait dit, l'interpellation d'être arabe et musulman
par la société majoritaire? Alors, tout d'abord, quand je suis arrivé en France, en 1998, je pense que je pourrais donner une image de moi. J'étais presque comme un Rastignac marocain qui débarquait à Paris et qui n'en avait absolument pas honte. Pour moi, arriver à Paris, il y avait des possibilités là et je ne vais même pas demander l'autorisation pour y accéder. Rétrospectivement, quand je repense à ça, parce que, concrètement, quand je suis arrivé en 98 à Paris, j'ai appelé toutes les grandes maisons d'édition françaises. Je n'avais que 2 nouvelles à mon actif à l'époque qui n'étaient même pas encore publiées. Je me disais, je suis dans un pays où on me dit qu'il y a des possibilités, qui encourage l'individu, qui encourage la création, qui encourage les artistes d'une manière générale. J'en suis un. Je n'ai pas besoin de l'autorisation de tel ou tel écrivain ou telle institution pour me reconnaître déjà moi-même ce statut-là. Je vais profiter de ce système qui existe là, mais je vais en profiter au sens profiter. Pour arriver à quelque chose et pour arriver à dépasser aussi bien les névroses que j'ai en moi depuis que je suis né au Maroc, mais assez bizarrement, je ne... Comment dire ça je savais évidemment que la France et que Paris plus exactement était un très grand pays, un pays où il y a beaucoup de choses, mais ça ne me faisait pas peur. Aujourd'hui, je me dis si j'avais une connaissance réelle et pratique de la société française, c'est-à-dire après y avoir vécu en sachant très bien où habite telle classe sociale et pourquoi telle personne s'exprime de telle manière et pourquoi elle marche de telle ou telle manière, est-ce que j'aurais été aussi Rastignac comme je l'ai été en arrivant à Paris. Et je dis bien, je n'en avais pas honte, c'est-à-dire, je sais, autant par exemple au Maroc, je n'aurais pas du tout osé rencontrer des intellectuels, rencontrer des maisons d'édition, ou bien dire à quelqu'un, je voudrais être réalisateur, est-ce que vous voulez m'aider? Assez bizarrement, être en France, je ne sais pas comment dire, juste le fait de parler cette langue qui n'est pas la mienne, le français, j'ai trouvé, je ne sais pas moi, une légitimité d'action. Pas une légitimité de prétention ou bien de posture, mais une légitimité d'action. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de naïveté dans ce passage à l'acte à l'époque, parce que j'avais à peine 24 ans, c'était la première fois de ma vie que je sortais du Maroc. Mais aussi, je pense, quelque part, il doit y avoir... je ne sais pas moi, c'est le fameux écrivain algérien Kateb Yassine qui parlait du français comme un butin de guerre. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement, enfin, peut-être quel sens symbolique il mettait dans cette expression. Et je ne suis pas sûr de partager tout avec lui dans cette expression. Mais moi, je me disais, j'ai le français, je connais le cinéma français, parce que pour moi tout passait par le cinéma. Je connais Isabelle Adjani. Je suis dans cette ville où Isabelle Adjani, qui est corps par excellence, qui représente cette France à laquelle profondément, intuitivement, instinctivement j'aspirais. Isabelle Adjani, pour ceux qui ne le savent pas, a un père algérien kabyle et une mère allemande. Et elle est née donc en France, dans la banlieue française de Gennevilliers, où elle a grandi à Gennevilliers, et elle est passée de Gennevilliers, donc la banlieue française, à la Comédie Française, à l'âge de 15 ans. Donc 15-16 ans, c'est une sorte et elle a tout de suite interprété les grands textes de Molière, tous les grands classiques de la littérature, du théâtre français, elle les a interprétés. À l'époque, je ne me rendais pas compte, évidemment, à quel point Isabelle Adjani était un corps qui renouvelait un petit peu
l'idée de la France, l'idée de ce que c'est être français, parler la langue française et se donner le droit de réinventer cette chose qui s'appelle la culture française avec une autre chose qui vient d'ailleurs, les origines un peu honteuses, je peux dire allemandes, enfin honteuse je le mets entre guillemets, parce qu'en fait l'histoire d'Isabelle Adjani est plus compliquée que ça. Sa mère allemande a abandonné ses enfants en Allemagne pour suivre le père d'Isabelle Adjani qui était un soldat français algérien. Donc voilà, c'est très l'histoire d'Isabelle Adjani est à ce point-là fascinante et qu'elle soit devenue ce corps qui a représenté, qui continue de représenter de certaine façon la France après la Deuxième Guerre mondiale, est quelque chose pour moi d'extrêmement important et fascinant, et je pense jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas été vraiment étudié. Je n'ai jamais vu encore quelqu'un qui a étudié le corps d'Isabelle Adjani en tant que ce qu'il représente dans la société française après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, pourquoi je parlais d'elle? Parce que je pense quelque part l'autorisation que je ne pouvais pas avoir au Maroc, je me suis donné la possibilité de l'avoir une fois que j'étais arrivé à Paris. Donc je ne me sentais plus pauvre, par exemple, alors que le Maroc, je me sentais pauvre. Pauvre, c'est-à-dire avec les stigmates de la pauvreté. Il suffit que quelqu'un me voit en train de marcher et moi, je sentant son regard sur moi, que je commence à me comporter de la manière qu'il attend de moi, du pauvre que je suis. Les premières années à Paris, je parle bien les premières années à Paris, et m'ont permis de me débarrasser complètement de ça et de foncer, de forcer le destin, forcer écrabouiller ces portes qui voulaient se fermer devant moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, sincèrement, je m'étonne moi-même de cette légitimité que je me suis certes donnée, mais qui doit venir aussi d'ailleurs. Alors, est-ce qu'elle vient de ces choses que je ne cesse de rejeter, dont j'ai parlé tout à l'heure, Victor Hugo, Marcel Proust, etc., mais que je rejette, pas comme création littéraire, mais que je rejette comme des outils de domination culturelle sur les pauvres ailleurs. Est-ce que j'ai trouvé quand même une forme de légitimité là-dedans et que j'aurais utilisé pour moi, pour arriver à ce que je voulais faire? Est-ce que Isabelle Adjani m'a donné une forme de baraka, d'hystérie dans laquelle je me reconnaissais? Parce que le jeu, par exemple, Isabelle Adjani est connue par son jeu, entre guillemets, hystérique, mais où il y a une forme de modernité. Et c'est pour moi une hystérie que je connecte tout de suite à une forme d'hystérie que j'ai connue au Maroc, avec les femmes marocaines, avec ma mère, mes sœurs, etc. Mais pas une hystérie dans le sens maladie, des choses criées pour dire n'importe quoi, mais une hystérie pour manifester des désirs, pour manifester des réclamations de droits, pour lancer un cri dans le sens-là. Voilà, on me dit, je pense qu'il faut que je m'arrête, mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu complètement à la question. Mais je terminerai par dire une chose, c'est que entre à la fois cette conscience de ce que je suis arrivant à Paris en 98 et la naïveté que cela nécessitait de continuer de croire à cela, et le Abdel Attaya que je suis aujourd'hui, donc après qu'il a publié, il y a une chose qui est sûre, qui a changé, c'est la structure de mes phrases en français. Je n'écris plus de la même manière que dans mes premiers livres. Il y a une forme de libération encore beaucoup plus grande, même de cette structure classique de la langue française.
comment dire, j'ai l'impression que quelque chose de sauvage, si je peux dire, je mets bien le mot sauvage entre guillemets, est en train de revenir et est en train de s'imposer dans cette langue française qui, quand même, dès que je me mets à la pratiquer, à la parler, et que je rappelle que même à l'âge de 42 ans, ça continue de ne pas être une chose normale pour moi. Ce n'est pas une chose naturelle pour moi de parler, de me mettre à parler en français. Ça nécessite à chaque fois en moi une forme d'entrer dans un personnage et dans un maintien de corps et d'une forme de, je ne vais pas dire d'embourgeoisement, j'espère que je ne suis pas devenu bourgeois, mais d'une forme de théâtralisation, voilà, un certain maintien. Dès que je me mets, par exemple, si j'ai ma mère est morte, dès que j'ai quelqu'un en arabe, au téléphone, je sens qu'il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus bouillonnant qui a envie de sortir. Et bien moi, c'est ce bouillonnement-là, sauvage, indigène, tout ce que vous voulez, qui, je dirais, à partir du livre Le Jour du Roi, est en train de se répandre totalement dans ma façon d'écrire les mots en français et les phrases en français. Merci. Denis Provencher, je vais peut-être poursuivre la même question par rapport à vous, parce que vous avez traité en fait de la double marginalisation dans vos travaux que j'avais mentionné tout à l'heure. Comment les LGBT français maghrébins gèrent-ils cette marginalisation et quel est l'impact de l'islamophobie grandissante sur eux, s'il y en a? Auriez-vous observé des nouvelles formations de solidarité ou de dissolution d'alliances préexistantes? Oula, grande question. Mais pour reprendre un peu les idées d'Abdellah, en parlant d'Isabelle Adjani et Marilyn Monroe, je dirais qu'il y a peut-être au moins une triple marginalisation en France. J'ai déjà parlé en reprenant l'image du GBG, gros, gay et beurre, non. On est marginalisé dans la famille d'origine en parlant de LGBT, soit en banlieue, soit dans le bled. On est marginalisé en France en tant qu'arabe, comme vous avez mentionné, en tant qu'identité postcoloniale, mais aussi en tant que gros, marginalisé, double marginalisation en tant qu'on n'est pas homo svelte à la mode dans le Marais, si on se promène dans le Marais. Mais aussi, donc, on est marginalisé dans le Marais gay, mais on est aussi marginalisé, peut-être une quatrième marginalisation, en tant qu'arabe dans le Marais juif, on est encore marginalisé. Donc, il y a eu plusieurs façons d'être pas reconnu et dans la famille et en France. Et il y a certains récits en même temps, et je pense à un livre de Brahim Naïd Balkh sur un homo dans la cité, qui reproduit un discours que j'essaie d'éviter et qu'on a critiqué Fadela Amera, l'écrivaine de Ni pute ni soumise, d'avoir reproduit aussi. C'est d'être une arabe en banlieue qui quitte l'archaïsme de la banlieue ou du bled pour être sauvée par la République et la laïcité, d'avoir quitté la violence du garçon arabe de la banlieue pour être sauvée et acceptée dans une République modérée. Et je crois que le travail d'Abdellah Taïa et d'autres que j'essaie d'examiner dans mon deuxième bouquin, c'est une façon de créer une nouvelle téléologie où on peut marier et le
la tradition familiale avec la tradition républicaine pour trouver une espèce de hybridité, une espèce de endroit possible où exister, une certaine résilience et une créativité dont parle Abdellah, et des nouveaux modèles de parenté, de production, reproduction, transmission, un certain futur pour ces citoyens et ces immigrés d'origine maghrébine. Il y a une certaine résistance et résilience dans leur production culturelle. Être le fils d'Isabelle Adjani, c'est une façon de réimaginer une parenté queer pour trouver une façon d'expliquer une certaine approbation de la société. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais aussi marier un baraka religieux ou sacré avec une baraka laïque ou culturelle, littéraire, cinématique. Je crois que ce que fait Abdellah, c'est une très jolie façon de résister et d'être résilient dans un contexte qui n'est pas toujours accueillant. Voilà. Merci. Maintenant, Nadia Fadil, suivant ce que Denis a dit par rapport à cette idée du banlieue archaïque, donc l'argumentation tenue souvent pour justifier des discours islamophobes, c'est que l'islam supposé opprime les libertés individuelles, les femmes, son caractère homophobe. Et pour cela aussi, on entend souvent que les populations musulmanes en Europe sont perçues comme misogynes et homophobes. En conséquence, les médias et l'opinion publique ont tendance à afficher une sympathie à l'égard des musulmans non conformistes, perçus comme exceptionnels. Et ici, la non-normativité tourne presque exclusivement autour de la question de la sexualité. Comment expliquez-vous la centralité de la sexualité dans les discours français et européens sur l'islam? Bon, la question de la sexualité, c'est d'ailleurs aussi une question qui m'intéresserait de voir comment Abdellah réagit à cette question-là, parce que je crois qu'elle est un peu au cœur du paradoxe, en tout cas du positionnement paradoxal dans lequel vous vous trouvez. Bon, la question de la sexualité se pose bien sûr depuis très longtemps, donc elle n'est pas récente. La question de la sexualité, de la citoyenneté en général se pose depuis longtemps. La question de la sexualité, le rapport à l'islam en particulier se pose depuis très très longtemps. Et ce qui a à voir aussi avec, on peut dire comment la question de la sexualité est un élément constitutif pour la façon dont la subjectivité moderne post-chrétienne a émergé pour être un individu complètement épanoui. On pourrait dire l'un des critères de cet individu épanoui passe à travers la possibilité de vivre une sexualité épanouie. Donc ça a été un peu un point de conflit avec l'Église catholique. Donc on parle bien spécifiquement des régions catholiques post-chrétiennes. Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de ces paradoxes sont aussi transplantés et transposés par rapport à la question de l'islam, qui fascine depuis longtemps, aussi bien à travers un anthropisme orientaliste, comme je crois que la plupart d'entre vous savent, donc l'Orient qui fascine, qui a un autre rapport à la sexualité, qui était considéré au XIXe siècle comme étant beaucoup plus libéré, beaucoup plus, on pourrait dire, libéral dans ses mœurs sexuelles, et qui aujourd'hui, on voit l'inverse, est considéré comme étant beaucoup plus conservateur, opprimé, etc. Donc, je crois que cet élément de sexualité, bien sûr, voilà une projection des démons qui sont internes à la façon dont l'Europe gère le rapport
à ce qu'elle considère comme étant un sujet libéral, libéré, et l'élément de la sexualité est assez central à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est intéressant, je crois, c'est de voir que sur le terrain, le rapport à cette question-là, bien sûr, le voile et l'aspect iconographique, en tout cas, est l'icône de ces questions-là. L'homosexualité est un autre exemple très très clair, et on devient un sujet, un bon ou un mauvais musulman en fonction de la façon dont on se positionne par rapport à cette question-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on observe sur le terrain, beaucoup de musulmans ont complètement intégré cette idée, dans le sens que voilà, on est perçu comme ça, on est vu comme ça, et on vit avec. Et parfois on fait le jeu, on joue avec ces stéréotypes, donc on voit ça surtout dans tout ce qui est les expressions artistiques, que ce soit la comédie, que ce soit le théâtre, que ce soit le hip-hop. J'ai déjà fait référence au hip-hop. On voit qu'il y a vraiment un jeu de miroir qui s'installe par rapport à ces questions-là, que ce soit par rapport à la question du foulard, la question de... Parce que c'est pas seulement la femme, c'est aussi l'homme musulman, hein, avec sa masculinité qui aujourd'hui est vraiment symbolisée à travers la figure du terrorisme, l'extrémiste. L'extrémiste, c'est vraiment aussi cet homme, on peut dire, qui a une certaine frustration sexuelle parce qu'il doit la contrôler à cause de la religion, et qui essaye de la sublimer en contrôlant les femmes, on pourrait dire. Et donc on voit vraiment qu'il y a une conscience très, très claire de cette image-là qui existe. Mais que voilà, il y a vraiment différents niveaux d'articulation et différents niveaux d'interaction. Il y a vraiment le niveau d'interaction avec la société dite blanche européenne, où on se rend très bien compte qu'on est premièrement lu comme ça. Donc la femme voilée va très bien savoir qu'elle porte avec elle tous les stéréotypes qui vont de pair, et ce qu'on appelle aussi le representational burden. Donc on a développé ça aussi comme ça par rapport au sujet afro-américain aux États-Unis. Et donc, elle n'est pas seulement perçue comme une femme, mais comme un imaginaire qui l'accompagne. Donc, on va gérer, on va essayer de démontrer qu'on n'est pas la mauvaise musulmane qu'on pense que l'on est, qu'on n'est pas soumise, qu'on a choisi de porter son foulard, etc. Ou bien on va jouer avec, on va jouer le jeu, et on va suggérer que peut-être on est en effet opprimé, mais que voilà. Donc il y a un peu beaucoup d'ironie, beaucoup de jeu, mais ce qui est très intéressant, c'est un peu cette double conscience, pour revenir à l'expression de Dubois, qui est très présente et qui fait vraiment une partie intégrante de ce que ça veut dire qu'être musulman aujourd'hui en Europe. Je crois que vous avez voulu réagir par rapport à ce que Nadia avait dit. Oui, surtout la question de jouer sur les... Je ne vais pas dire porter des masques, mais jouer. Il y a une forme de... Je veux dire... Il y a une forme de chaos originel dans lequel j'ai vécu, par exemple, au Maroc, qui s'oppose totalement à la binarité de la pensée française ou occidentale, d'une manière, pour aller vite. C'est-à-dire en France, autant au Maroc, il y a évidemment tout ce qui est haram, voilà, interdit, mais sous ce haram, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne sont évidemment jamais reconnues ni par le pouvoir officiel marocain ou arabe ou musulman, ni par la famille, etc. Mais cela n'empêche pas que la réalité objective de ces choses-là qui se passent, et pas seulement de l'ordre de la sexualité. Il y a évidemment une obsession sexuelle en Occident vis-à-vis des Arabes, des musulmans, mais qui vient tout simplement du colonialisme, de l'orientalisme. On n'en est pas encore sorti de là, aussi simplement, voilà, en France. La France, il faut le dire d'une manière claire et nette, ne veut toujours pas assumer son passé colonial. D'ailleurs, c'est hallucinant de vivre, de passer 15 ans en France et se rendre compte que dès qu'on aborde ça, même avec des gens, ils sont, voilà, on peut discuter de quelque chose, mais à la fin de la discussion, comme par hasard, on se retrouve à parler de ce qui est gentil, de ce qui est de l'ordre de la rencontre douce qui s'est passée à un certain moment entre cette puissance donc occidentale et le pays colonisé. Mais en tout cas, ce qui me frappe, moi, c'est... Ce qui me pose à titre personnel, c'est de comment j'ai pu, d'une manière naturelle, je mets bien le mot naturel entre guillemets, me débrouiller avec le chaos originel dans lequel j'ai vécu, et comment il m'a fallu affronter la binarité de la pensée occidentale qui se veut libre.
Alors, mais c'est ça qui est paradoxal. À la fois, on ne dit qu'on est dans la liberté totale, parce que l'individu, mais en même temps, il y a des règles. Et ces règles sont souvent binaires. C'est-à-dire, il faut soit ça, soit pas ça. Ça peut se passer d'une manière cliché, mais néanmoins vraie. Tu bois? Non, je ne bois pas. Ah. Donc il y a un problème. Tu dis que moi je ne bois pas. Ah, mais je suis PD. Ah, mais tu es PD, donc ça va. C'est un peu cliché ce que je dis, mais il y a quelque chose qu'on ressent de cette manière-là au quotidien. C'est-à-dire que tu crois en Dieu, mais c'est-à-dire qu'il y a comme une forme de... peut-être que c'est fort à dire ça, mais une forme de continuité d'un certain type de colonialisme, il faut bien le dire. Donc soit on correspond à cette case-là, à cette chose-là, soit on n'est pas admis d'une certaine façon. Évidemment, vu je veux dire, la complexité d'un monde marocain, la réalité marocaine est tellement complexe et violente qu'on est obligé de s'inventer d'autres personnages à jouer dans cette réalité pour pouvoir s'en tirer. Donc moi, face à la réalité française, mais c'est comme si je buvais de l'eau, je veux dire, c'est aussi, c'est-à-dire, pouvoir jouer avec ce qu'on attend de moi et jouer avec les identités et jouer avec, évidemment, mon corps et ma sexualité face à un corps d'un Français chrétien pour aller vite, c'est quelque chose que, je suis tout à fait d'accord avec Nadia, c'est quelque chose que j'ai maîtrisé très 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 vite et dont j'ai tiré très vite un pouvoir totalement dictatorial assumé face à un corps français. C'est-à-dire, le corps français tel que je l'imaginais quand j'étais au Maroc, c'était pour moi un intellectuel qui vivait dans le 5e arrondissement pour aller vite. Donc ça me terrorisait quand j'étais au Maroc. À partir du moment où je suis arrivé à Paris, ça ne me faisait plus du tout peur, pour la simple raison que dans l'espace justement sexuel où il était censé me dominer, il n'y arrivait pas du tout. Il n'y arrivait pas du tout à me dominer sexuellement. Bien au contraire, il y avait quelque chose, je voyais en moi des réserves de résistance au rôle sexuel auquel j'étais soumis d'avance. Mais là, je vais peut-être parler vulgairement, mais je pulvérisais ça, mais de tous les côtés. Il était hors de question que je devienne, non seulement que je n'allais pas devenir cette petite chose sexuelle avec laquelle André Gide a fait le sexe quand il est allé avec Oscar Wilde en Algérie, je n'allais pas devenir, même pas ce petit mendiant à qui Jean Genet donnait de l'argent de temps en temps, et Dieu sait que j'adore Jean Genet, mais je ne suis pas le pauvre qui arrivait à tirer les larmes à Jean Genet. Il est hors de question de ça, et il est hors de question que je devienne ni ce mâle arabe avec un gros sexe, ni la petite chose éphèbe telle qu'on peut la rencontrer dans certains poèmes arabes et qui fascine tellement encore les écrivains occidentaux, en tout cas français, et qui attendent de nous à jouer ce rôle-là. Comment dire, peut-être la violence extrême de la société marocaine qui fait qu'on est tellement jeté face à un pouvoir tellement dominant, fait qu'on a peut-être plus de réserve pour savoir quoi dire, quoi faire face à telle ou telle manifestation du pouvoir. Donc être face à la binarité, j'insiste bien sur le mot binarité de la pensée française, pour moi, c'est un jeu, c'est-à-dire il suffit pour certaines personnes de dire que vous avez bien compris, je ne sais pas moi, Roland Barthes, voilà, vous citez une phrase de Roland Barthes pour que vous passiez pour quelqu'un qui sache très bien maîtriser la culture du nain. Maintenant, quand j'entends ça, mais je ris, je ris à l'intérieur, pas devant les gens, parce que je trouve que c'est une réduction de la pensée de Roland Barthes, mais en même temps une réduction de l'autre. Voilà. Donc, à partir du moment qu'il cite une petite chose de Roland Barthes, donc il est... Et je n'en parle même pas quand il est musulman et gay
est actif avec une barbe et qu'il cite Michel Foucault, ah ben alors là... Donc vous voyez, donc et tout ça évidemment, et là je terminerai par ça, tout ce chemin-là, c'est évidemment a encore plus explosé avec Charlie Hebdo. Voilà, parce que là, depuis Charlie Hebdo, bon, la France a beau donner tous les engagements pour la protection de tous les citoyens français, de tout, là, évidemment la réalité n'est pas ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, je sais pas comment dire, quelque chose qui m'interpelle d'une manière... parce que ça fait quand même 17 ans que je suis en France maintenant. Donc forcément, je suis devenu un sujet politique actif dans la société française. Donc ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et depuis Charlie Hebdo est quelque chose qui m'interpelle énormément. Voilà, et je m'appelle. Oui, merci beaucoup. Une dernière question que je vais poser à toutes les pénalistes, non pas pénalistes, à toutes les participants, et qu'on peut peut-être garder comme une question ouverte parce que je vois que le temps est en train de nous échapper. On a aussi des intervenants ici sur place qui veulent poser des questions. Mais une question quand même qui m'interpelle et que je veux bien demander que vous allez répondre de différentes manières, peut-être dans le débat qui suit maintenant, c'est que en France, dans le milieu universitaire, la critique postcoloniale est encore très marginale, accusée d'être anti-universaliste, voire communitariste. Pour les universitaires qui empruntent une telle démarche, ce rejet est lié au refus d'étudier rigoureusement la continuité entre les relations coloniales et postcoloniales qui s'inscrivent dans les rapports de pouvoir. Et vous en avez parlé là tout à l'heure. Pour ces dernières, donc pour ces universitaires qui empruntent cette démarche, il s'agit ici d'une question épistémologique qui examine les catégories de savoir produits au sein de l'université. Donc, notamment aussi réfléchir par exemple sur ces catégories binaires, n'est-ce pas, qui on est presque obligé d'utiliser dans nos recherches, ou au moins on doit les déconstruire. Donc, à Nadia et Denis, j'allais demander quel est l'impact de ce refus sur la production du savoir concernant les populations postcoloniales en France et aussi en Belgique. Et puis, à Abdallah, j'aurais demandé en fait si cette incapacité de prendre en considération la question post-coloniale a des répercussions sur la réception de votre travail en France. Peut-être vous abordez ça vite fait, chacun, mais vraiment vite fait, pour que après on peut... ou est-ce qu'on prend d'abord d'autres questions et vous les regroupez? Comment vous voulez? Non, je pense qu'il vaut mieux qu'ils répondent. Bon, allez-y. Alors Nadia, en 2-3 phrases et après... et après, d'accord. On va revenir sur cette question. En tout cas, pour moi, j'ai un peu réfléchi à cette question et je crois qu'il y a 2 éléments d'analyse. Le premier, c'est en effet un peu un refus qui est de réfléchir la condition néocoloniale, on pourrait dire. Mais je crois qu'elle n'est pas... Parmi ceux qui articulent des critiques quand je pense à cette question-là, j'ai certains auteurs en tête qui ont vraiment articulé des critiques par rapport à la pensée postcoloniale et qui sont pour le coup c'est des anthropologues, donc ce qui est assez bizarre. Il y a 2 éléments de critiques qui sont donnés. Le premier, c'est que en fait les études postcoloniales ne disent rien de nouveau, en tout cas ne disent rien que ce que nous on n'a pas déjà dit depuis plusieurs années. En partie c'est un peu vrai, mais c'est pas complètement vrai. En deuxième lieu, c'est le fait qu'on associe les études postcoloniales avec toute l'industrie académique américaine et qu'on se sent un peu menacé en France par cette industrie académique américaine, en tout cas l'anglophication, en tout cas, vous avez compris, le fait que le monde académique devienne en premier lieu, que l'anglais devienne la langue lingua franca du monde académique. Mais en tout cas, pour moi, cette seconde critique est pour moi très intéressante car elle est un peu révélatrice de l'enjeu. Et l'enjeu, c'est quoi pour moi en tout cas? C'est que la production du savoir ne se limite plus on peut dire, centre impérialiste classique. Bon, on peut dire que les États-Unis sont toujours un empire, hein, donc à ce niveau-là, c'est à l'image des rapports
géopolitiques existantes, mais plus important, c'est que un ancien, on peut dire, une ancienne capitale dans le contexte global impérialiste n'est plus le point de référence premier. Et je crois que c'est ça qui blesse. C'est surtout ça qui blesse, le fait que ce n'est pas le premier centre de production de savoir et qu'il y ait une pluralisation de centres de production de savoir. En tout cas, c'est ce que j'espère, que ce ne sera pas seulement une américanisation, mais que ce sera plutôt une pluralisation de ce qui est considéré comme étant savoir. Donc pour moi, c'est un peu ça l'enjeu. Denis? Oui, je suis complètement d'accord avec Nadia. Et juste pour reprendre à cette question de sentiment anti-américain, je crois que ce que je vois en France, c'est que c'est pas non seulement un manque de critique postcoloniale, mais c'est un manque de critique des études de genre même. Et les études genre et femmes, hein, on peut compter sur 5 doigts combien de centres de recherche pour femmes en France. Donc des questions de genre, femmes, sexualité, et dans le même panier que les études postcoloniales en France. Et je crois que même Jewish Studies en France, la façon dont on a étudié l'histoire de la Shoah en France, c'était surtout parmi les grands, parmi Henri Rousseau et compagnie. Et j'apprécie énormément professeur Rousseau, mais que c'est une question de protéger les Français juifs contre Vichy et contre les Allemands, que c'était une façon de universaliser la question juive parmi les historiens. Donc l'approche française, c'est pas une approche qui accueille très facilement les différences. Et souvent, le discours que nous entendons, c'est que c'est, comme a dit Nadia, que c'est une colonisation de l'académie anglo-américaine. Voilà. Ok, merci Denis. Donc je pense maintenant on va ouvrir aux questions des autres personnes. Les gens qui sont là-bas. Je vois là derrière une main. Oui. Ou en Floride, ou Urbana-Champaign, si vous avez des questions, posez-les. Oui, en Floride, on a une question, oui. Enfin, c'est pas un commentaire en Floride. Vous m'entendez? Oui? Oui. Très bien. Oui. Donc, je suis Dr Boutagou, Assistant Professor in Francophone Studies et aussi en Women's Studies. Je voulais vous remercier pour les commentaires extrêmement pertinents que j'ai pu entendre. Je vais réagir à la dernière question, cette affaire du postcolonial et de sa réception en France et peut-être dans l'ensemble du monde francophone, qui est parfois rétif même à ce champ d'études. Les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué, et donc je pense qu'on va vers une plus grande ouverture. Je pense qu'il est important de maintenir le champ des études postcoloniales dans la mesure où c'est un champ qui nous permet de penser à de nouvelles épistémologies. Le terme a été utilisé tout à l'heure dans la question. Donc c'est un champ qui nous permet aussi de nous défaire d'une certaine hégémonie de la pensée, de la philosophie occidentale et de réinventer des modèles de construction identitaire complexe, comme toutes les questions qui ont été posées tendent à le montrer. Donc, je crois que d'un point de vue scientifique, il est important de maintenir cet espace de pensée qui permet cette innovation. Et mon livre « Apparaître chez Honoré Champion » pourra en faire en partie la défense. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, et c'est presque un commentaire plus qu'une question, au sujet de cette binarité dont Abdallah Taïa a si bien parlé et dont Nadia aussi a évoqué un certain nombre de points.
cette question de la binarité, je me dis qu'en France, particulièrement en ce qui concerne la population musulmane, il est peut-être important que des intellectuels musulmans comme moi-même, puisque je suis d'origine algérienne, je ne suis pas beurre, je suis d'origine algérienne, donc des gens comme nous qui avons une responsabilité intellectuelle montrent la complexité de notre adaptation à la culture française avec toutes nos facettes identitaires. Je crois qu'il est de l'ordre de notre responsabilité de montrer comment on n'est pas binaire dans notre façon de vivre en tant qu'intellectuel musulman, en tant qu'artiste musulman. Et je crois qu'il est aussi important, même quand on se situe du côté d'une forme d'islam modéré, de clamer l'islam comme base de notre pensée pour montrer que l'islam a aussi en soi la possibilité de la diversité. Voilà, c'est tout simplement un commentaire à vos interventions extrêmement intéressantes. Merci. Merci. À la Floride. Alors moi j'avais une petite question. Est-ce qu'on m'entend? Alors ma question c'est, je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Donc à la maison on parlait le Wolof, qui est une des langues du Sénégal, et le français. Et chez nous c'était interdit de dire des gros mots. Et j'ai grandi avec le plus petit gros mot, insulte, était interdit. Et je me rends compte qu'il est beaucoup plus facile pour moi de dire un gros mot en français ou en anglais qu'en Wolof. Alors, la raison pour laquelle je parlais de ça, c'est que vous avez évoqué cette relation de bagarre et cette bataille que vous avez en écrivant en français. Mais finalement, est-ce que le français n'est pas pour vous un abri? Parce qu'on grandit avec des tabous. Moi, je sais que par exemple, c'est impossible de parler de sexualité avec mes parents ou même avec mes soeurs en Wolof, mais on le fait très facilement en français. Le mot petit copain ou fiancé n'existe pas en Wolof, mais on parle de sexualité en français parce que ça enlève ce tabou des choses avec lesquelles on a grandi dans la langue. Donc, par exemple, pour vous, est-ce que de parler très crûment de sexualité ou même d'une sexualité qui serait tabou dans votre société maternelle ou originelle, en fait, le faire en français ne vous libère pas d'un poids quelque part? D'accord. Est-ce que vous avez tous entendu sa question? Oui. Alors pour répondre à cette question, pour moi, il faudra donc que je fasse une dissociation. C'est-à-dire que je réponde d'une part sur l'écrivain que je suis et d'autre part sur l'être humain que je suis. Pour moi, il y a une séparation. Même si pour écrire mes livres, je prends des choses dans ma vie et je les transforme en quelque chose qui s'appelle la créativité. Pour moi, il est hors de question dans ma vie, en tant qu'être humain, de continuer à dire que les tabous qui existent chez nous, chez moi au Maroc, c'est des tabous qui empêchent des choses de se passer. Les tabous sont des constructions de l'ordre imaginaire, de l'ordre politique. Donc on en a tous conscience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites niches où il y a des petites transgressions. Et là, je ne parle même pas de moi ou de mon homosexualité. Si je prends par exemple mes sœurs, alors c'est des femmes musulmanes et tout ça, elles ne peuvent pas avoir des petits copains, elles ne peuvent pas sortir, c'est ça l'image cliché, elles ne peuvent pas se libérer. Mais si j'en prends... si je reviens à ma mémoire avec mes sœurs, ce que j'ai vécu avec elles, ce que j'ai vu d'elles, j'ai plein d'exemples qui contredisent ces tabous-là. Donc pour moi, quand j'écris, j'essaie certainement pas de me dire que je suis dans une langue qui me permet de briser les tabous. Puisque les tabous, je n'ai pas attendu la langue française ou bien même de devenir artiste pour assister à des gens qui les brisent. C'est des gens... Je veux dire, et c'est ça c'est un point essentiel. Parce que si on ne réconcilie pas les gens avec ce qu'ils vivent déjà dans leur première vie, avant même, je veux dire, ceux qui ont la possibilité d'écrire, de publier, de parler, ou bien d'être invités dans une université américaine, si ces gens-là ne mettent pas le lien chez les premières gens avec les transgressions qu'ils vivent réellement, alors l'écriture, l'art ne sert plus à rien. Et donc pour moi, écrire en français, je le répète, c'était un moyen, j'ai compris, c'est un moyen, je sais pas moi, c'est comme si je veux construire une maison. Pour faire une maison, je sais qu'il faut que j'aille acheter le ciment, c'est cette personne-là, parce que le ciment est plus fort et d'une meilleure qualité et moins cher.
j'ai compris que le français va me permettre de, non seulement évidemment d'écrire, d'arriver socialement à quelque chose, mais en même temps, ça va me permettre à un moment donné de ne surtout pas oublier ces gens avec qui j'ai vécu. Parce que, je le répète, les tabous, les interdits ne sont que des constructions imaginaires, c'est de l'ordre imaginaire. L'écrivain, quand il écrit, il n'écrit pas pour dire je suis contre ma mère ou contre mon père, je suis contre ce qu'une mère ou un père est censé représenter dans telle ou telle société. Ça, pour moi, c'est clair maintenant. Donc, le français est un moyen, est un lieu, est un espace où je peux donner des choses. Mais pour moi, quand je dis guerre, ce n'est pas que je n'aime pas la France et les Français. J'espère que ça a été clair. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Qui n'est pas réglé avec cette chose qui s'appelle la langue française. Et je pense que c'est tant mieux. Il ne faudra surtout pas que cette chose soit réglée, parce que c'est ce qui fait que je continue d'écrire. Voilà. Mais ce n'est certainement pas un abri. Hein. Je ne vois pas en quoi la langue française serait un abri. Ce n'est pas parce que je peux très bien vous parler de Marcel Proust, j'ai fait même un mémoire sur Marcel Proust, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'a pas encore été dit et fait sur tout un monde. Vous pourriez dire les mêmes choses en arabe, écrire les mêmes choses. Je vous dis que j'ai déjà vécu tout ça déjà en arabe. C'est encore plus fort. Parce que quand on écrit, malheureusement, on a déjà un certain statut intellectuel qui vous protège et qui vous met dans un certain stade au-dessus des autres. Et ça ne m'intéresse pas, moi, ce statut, être au-dessus des autres. Enfin, je le suis par définition, parce qu'il suffit d'écrire, de publier un livre pour que vous mette un petit peu au-dessus des autres. Mais ce qui est plus important, c'est cette vie réelle dans laquelle on est tous et de laquelle la création ne fait que s'inspirer. Il ne faudra jamais l'oublier. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais chaque fois je m'emporte. Donc, on a presque plus de temps. Je voulais seulement très vite fait demander à Nadia et Denis, est-ce qu'il y a quelques derniers petits mots que vous voulez ajouter pour finir? Je n'ai pas vu d'autres mains en haut dans le public. Donc, Nadia, moi, je sais qu'il y avait aussi une question en Illinois, là. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais... L'Illinois? J'ai vu la main. Peut-être il est parti. Oui, il est parti. Il est parti, d'accord. Dommage. Ok. Et Nadia, donc? Moi, j'ai une question. Oui. Bon, vous avez déjà parlé de ça un petit peu, mais parce que vous avez... moi, la discussion m'a fait penser de la binarité aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Et je voulais savoir si... est-ce que vous trouvez des similarités entre la situation américaine et la situation en France avec les pays post-coloniaux en France et la situation aux États-Unis? Vous savez ce que je veux dire? Je parle le post-colonialisme aux États-Unis. Alors, moi, je ne connais pas très bien les États-Unis, mais une chose dont je pense qu'on serait tous d'accord, il y a plus de fluidité sociale, a priori hein, aux États-Unis qu'en France. Il y a cette idée que, évidemment, qui est un mythe, hein, que si on veut arriver, on peut, tout ça, par le travail, tout ça. Mais ça n'empêche pas, évidemment, que dans ce système social, les préjugés continuent d'œuvrer et de se manifester jusqu'à aujourd'hui. Hein. La situation des Noirs américains est tout sauf réglée aujourd'hui encore aux États-Unis. Je veux dire, on a beau avoir Obama, ça ne suffit pas. Oui, merci, parce que je suis dans un programme de doctorat et j'étudie cela. En fait, aux États-Unis, on oublie que la démocratie
Tassi a commencé vraiment en France. C'est l'endroit que la démocratie est, bon, avec la liberté, la fraternité et l'égalité. Donc, merci beaucoup. Je sais pas si vous savez. Merci aussi vers l'Illinois. Je vois là que vraiment on arrête, on n'a plus de temps. Donc, je suis désolée pour devoir couper ici. Je vous remercie tous, à nos partenaires à Illinois, Caroline du Nord, Florida, et puis bien sûr à Denis, à Nadia, Abdallah. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et j'ai plus l'impression que c'était le début d'une conversation très importante que la conclusion. Je pense qu'on aura encore besoin beaucoup de débats similaires parce que il y a des questions vraiment qui se posent, qui doivent être discutées avec beaucoup de profondeur. Et j'adore vraiment cette conversation entre universitaires et artistes de deux côtés de l'Atlantique. Donc, c'est très enrichissant. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir.